l'idée est de vous présenter un petit peu l'activité scientifique un peu de l'INSEP, qui a une longue histoire, puisque depuis toujours il y a eu des laboratoires de recherche à l'INSEP sur la performance de haut niveau. Et donc au travers de ces années, on a été développé un concept de ce qu'on appelle l'accompagnement scientifique au service de la très haute performance. Donc c'est comment en fait la science va pouvoir aider à objectiver un peu les performances et l'entraînement des sportifs pour les aider à faire les bons choix et les entraîneurs à faire les bons choix. Donc on va pas être là pour, on n'est pas toujours c'est pas nous qui sommes à l'origine de la meilleure performance, mais vous ne créez pas les champions, mais vous les aidez à se dépasser. Modestement. Modestement, je l'ai rappelé quand même en entrée. Les officiels sont là, ils apprécieront ce chiffre. 50% des médaillés olympiques et paralympiques sont passés à un moment donné dans les labos, sur le stade de l'INSEP. C'est vrai. Teddy Riner est venu chez vous s'entraîner aussi ? Oui, oui. Pas au labo, mais oui. Pas au labo, mais bien sûr. Mais il est passé par l'INSEP. Il est passé par l'INSEP, oui. Donc pour réaliser ces missions à la fois d'accompagnement scientifique et de recherche, donc on a forcément un laboratoire. Donc c'est pas un laboratoire avec des éprouvettes, c'est un laboratoire où il y a des sportifs. On voit ici un peu des caméras, tapis roulants, voilà, du matériel sportif mais instrumenté qui va nous permettre de faire des mesures et d'objectiver un peu la puissance. Le déplacement, la cinématique, voilà. Donc on a donc un laboratoire sport, expertise et performance avec une équipe d'accueil, donc qui nous permet en fait d'accueillir des étudiants, des thèses et de produire des papiers scientifiques. Donc pour animer tout ça, on est 12 chercheurs, il y a 4 ingénieurs, il y a des postdoctorants, donc on est peut-être un peu 6 postdoctorants, 10 doctorants, donc beaucoup de monde, des chercheurs qui sont statutaires, oui. Ingénieurs aussi, et les postdocs et doctorants ne sont là que sur des contrats ou sur des financements qu'on doit rechercher. Voilà, d'accord. Donc, on va attendre peut-être la fin de l'annonce. Et on le voit, donc vous êtes à Vincennes, le cadre il est quand même sympa là. Oui, le cadre est sympa. On se doute pas que vous êtes tout près de Paris, que vous êtes à 2 km, à une encablure de Paris, quoi. C'est ça, on n'est pas trop loin de Paris, ouais. Oui. Là on est dans le bois, c'est un séminaire, donc non, c'est un bel emplacement, oui, c'est vrai. Oui, pour les sportifs, il faut ça. Et on rappelle donc les doctorants, les postdoctorants, l'accompagnement CIFRE, ça va être des gens qui vont venir développer une thèse sur un sujet particulier. Il y a une prise en charge par le ministère de la Recherche, etc. C'est un beau dispositif qui permet justement d'avoir des études très poussées sur une thématique et ça aide justement dans le labo, c'est précieux pour vous. Exactement, souvent on développe ces collaborations avec les fédérations sur des sujets spécifiques qu'elles veulent aller développer et nous on encadre les doctorants et donc elles financent à 50% la thèse et l'autre partie, 50%, c'est l'État. Voilà. Okay. Donc c'est des dispositifs intéressants pour tout le monde. Voilà. Donc du monde à poursuivre parce que c'est forcément beaucoup de travail et on ne se rend pas forcément compte qu'il y a toujours autant de monde derrière la performance, mais la haute performance c'est complexe. Voilà. On n'y arrive pas comme ça. Donc nous on est structuré autour de ces 3 objectifs de recherche. On essaie les collègues se travaillent sur ce qu'on appelle l'optimisation de la performance, la prévention de la blessure ou l'équilibre de vie du sportif. Voilà, tout ça vient bien sûr pour essayer d'améliorer la performance. Donc voilà, ça c'est un programme qui va à court jusqu'en 2024. Et là on a relancé pour 2025, pour 4 ans, 2025 à 2029. Donc on a des contrats d'objectifs qui voilà. On a des exigences auxquelles la direction doit répondre. Donc l'accompagnement et le suivi des sportifs de haut niveau, l'accompagnement et la formation des cadres de haut niveau. Donc on intervient aussi dans les masters, dans les formations pour les entraîneurs et la recherche scientifique et technologique. Voilà, donc ça c'est nos 3 grandes missions. Voilà, donc ici on va voir les relations un peu entre recherche et accompagnement scientifique, comment on passe de l'un à l'autre et comment l'un va pouvoir servir l'autre dans les 2 sens, évidemment. Donc on a un responsable de l'ASP qui est Franck Brochery, que vous avez en photo, qui publie beaucoup et qui a proposé en fait une démarche sur cet accompagnement scientifique de la performance. Donc on doit structurer, ce qu'il explique, il faut structurer la démarche ASP, il faut communiquer auprès des fédérations pour leur dire on est là, vous pouvez nous utiliser, on a ces moyens-là, n'hésitez pas.
Il faut donc, une fois qu'on a communiqué, qu'on a convaincu les gens, il faut des RH. Hier, j'étais à la piscine, on a fait des mesures de rétro-extrapolation sur la mesure de la consommation d'oxygène dans le bassin. Si je n'ai pas des étudiants et des collègues, en fait, je ne peux pas faire parce qu'il y a 3 nageuses, il faut 3 appareils. Et donc, tout seul, je ne peux pas. Donc, il faut augmenter les RH une fois qu'on a bien communiqué. Et il faut diversifier les budgets pour trouver des RH et acheter du matériel. Voilà. Mais heureusement, bon, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que l'ASP? Donc c'est apporter une solution scientifique, je vous lis directement, à des entraîneurs et des athlètes à partir d'une analyse de leurs besoins en situation, en favorisant leur acculturation, en les guidant pour aider à prendre des décisions éclairées et ainsi à faire évoluer la performance sportive de haut niveau. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait on va utiliser la science, qu'elle soit science humaine ou science de la vie, pour expliquer la performance et l'objectiver. Et ensuite, pouvoir aider les coachs et les athlètes à faire des choix éclairés. C'est-à-dire quand ils sont devant une situation d'entraînement, qu'est-ce que je dois travailler? Est-ce que je dois travailler ma force ou ma vitesse? Nous, on va pouvoir évaluer, leur dire, voilà, ton athlète, il est plutôt dans cette gamme-là, il a plutôt ces qualités-là. Donc après, c'est à toi de choisir. Moi, je ne suis pas coach, c'est à toi de choisir. Et donc, ça éclaire ça et ça lui permet de gagner du temps et d'aller peut-être plus vite. En tout cas, essayer d'objectiver. On ne dit pas qu'on fait moins d'erreurs, mais au moins, si on fait des erreurs, on va savoir. C'est de l'aide à la décision, un peu permanente. Avec les données que vous allez lui apporter, le coach, il va se dire, ok, très bien, j'avais mon instinct et là, j'ai des chiffres, j'ai une vision extérieure qui me dit, mon gars, la puissance, il l'a déjà, on va plutôt accentuer la vitesse peut-être. Donc le chef de projet, c'est bien le coach, parce que c'est lui qui décide en sortie. Ou l'athlète suivant le projet, ça dépend d'où vient la demande. Donc voilà, donc on intervient sur cette ASP, donc vous voyez, on utilise les champs scientifiques, sociaux, bioméca, alors un aspect transversal où on essaie de coupler, c'est de plus en plus à la mode entre guillemets, mais ça, voilà, la performance c'est multifactoriel, de coupler tous nos champs scientifiques, mais c'est pas simple, donc transversal, psycho, nutrition, neurosciences, physio, voilà, donc on a tous ces collègues-là qui vont travailler dans ces domaines-là, pour cette ASP. Et donc on a une démarche, voilà, en tout cas on a formalisé une démarche, en tout cas Franck l'a fait. Donc on identifie une question, à partir de la question de la fédération, du coach, on va avec eux formaliser une problématique, ou une question peut-être un peu plus scientifique entre guillemets, mais en tout cas on va aider à formaliser la question. On va identifier une intervention adaptée. Qu'est-ce que tu veux mesurer? Si tu veux mesurer ça, c'est très compliqué, tu dois mettre ça, ça, ça et ça en place. C'est trop compliqué, trop long, trop lourd à traiter, on n'a pas le temps, donc on fera différemment. Mais voilà. Et si tu veux quelque chose de plus compliqué, il faudra qu'on le travaille différemment. Voilà, ça c'est. C'est les moyens du chercheur d'adapter à la demande du coach, les moyens du chercheur, tout ce qui est à dispo. Je veux mesurer une détente verticale, c'est facile, on fait un opto-jump. Par contre, je veux mesurer la position exacte du centre de gravité. Voilà, c'est plus compliqué. Il faut passer par des centrales inertielles, de la cinématique, il faut instrumenter l'athlète. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que tu veux le faire? Aller jusque-là. Voilà. Donc ça, c'est des questions, on s'adapte. On intervient pour collecter les données utiles. Voilà, donc on va venir sur le terrain. On analyse, on interprète les résultats, parce que derrière, il y a du boulot de traitement. On évalue ensuite l'impact sur la performance. Donc une fois qu'on a ces résultats, on vient discuter, on applique un filtre scientifique, on vient discuter avec le coach, on partage, on transmet l'information à partir de visuels adaptés, pour que ce ne soit pas des gros tableaux avec des tonnes de chiffres qui soient illisibles. Donc on adapte, en fait, on choisit les informations, on crée des outils d'aide à la décision, et puis ensuite on a un retour, on fait un feedback qui nous permet ensuite de revenir là-dessus pour améliorer nos problématiques et peut-être continuer à travailler avec le coach sur d'autres problématiques. Et au cœur du process, à la fin, on a une évolution de la performance qui peut se mesurer d'ailleurs, parce que la performance, on le sait, le sportif, il sait, quand on a reçu hier par exemple pour l'aviron, les gars, ils gagnaient 10 mètres sur un même parcours en même temps. Ouais. Et du coup, donc on peut quantifier après la performance. On peut quantifier la performance, ou en tout cas se dire, voilà, dans telle situation, il y a un gain, donc normalement, ça devrait se transférer sur le terrain. Carrément. Voilà, après... voilà. Donc quelques exemples sur qu'on a pu faire. Voilà, donc par exemple, ça c'était avec le pôle de kayak. On a
de kayak. Le pôle de kayak, donc en fait, ils souhaitaient faire un entraînement en altitude. Donc on les a suivis, on a fait des tests de mesure de consommation d'oxygène avant et après l'entraînement. Et donc ils ont suivi 3 semaines d'entraînement en altitude avec cet outil là, l'Altitrainer. Et ils ont fait leur entraînement, il y a eu des gains mesurés. Donc ensuite ils ont acheté, ça leur a tellement en fait, été utile qu'ils ont acheté l'appareil et que maintenant ils le font eux sur le pôle. Et l'étudiant qui suivait, c'était un étudiant qui suivait ces athlètes-là, lui il était kayakiste et il a été embauché au pôle. Voilà. Génial. Donc. Et ça a fait l'objet de son mémoire. Ensuite, on a aussi des mesures classiques. Alors bon, ça c'est une vidéo, vous irez voir, ça c'est Baptiste Carcio qui fait des vidéos sur YouTube et qui sont assez sympas sur les mesures de consommation d'oxygène, qui était venu chez nous pour mesurer sa VO2 max. Et voilà, donc il explique bien. Après, ça c'est un exemple d'une séance, en tout cas, qui a fait aussi l'objet d'un sujet de mémoire d'étudiant. Donc sur le suivi, sur une séance spécifique, donc c'était 10 fois 400 mètres avec des haies. Et on a fait une mesure donc, de consommation d'oxygène. Là, vous ne le voyez pas trop, mais en fait, l'athlète porte le masque pour mesurer la consommation d'oxygène. Et en même temps, voilà, on fait des mesures vidéo et on vient mesurer des paramètres qu'on a identifiés, enfin qu'on connaît et qu'on a identifiés avec le coach d'intérêt pour le passage de haie. Voilà, la distance d'attaque avec la haie, la distance d'attaque de la haie, la vitesse de décollage, la hauteur au-dessus de la haie, le temps pour passer la haie et puis la distance de réception et la vitesse à la sortie. Voilà, savoir si elle a gagné ou perdu de la vitesse. Et donc on a fait ça, voilà, on a fait de la lactatémie et ensuite donc on rend ces résultats au coach. Ça a fait l'objet du mémoire d'étudiant et en plus comme elle a fait de l'entraînement en altitude, en pré et en post, on a pu faire un petit papier dans la littérature. Voilà. Donc on va de l'ASP pour aller vers de la publication scientifique quand on peut. La détente verticale, voilà, donc ça c'est... Ça on a un bel exemple là-bas, ça va vous intéresser là. Donc c'est la théorie qu'il y a derrière, enfin la petite théorie qu'il y a derrière. Donc oui, il saute avec les bras croisés. Alors il y a différentes façons de sauter. Mais en gros, on sait que la hauteur de saut, mécaniquement, elle dépend de la vitesse de décollage. Donc on a cette on formule. Est d'accord ? Oui. Bien sûr. Voilà. Et donc, suivant les équations de déplacement du centre de gravité, etc., quand on est en l'air, on n'a plus que le poids qui s'applique. Donc on peut en déduire, vous allez me croire sur parole, on peut en déduire cette jolie formule que la hauteur de saut dépend du temps de vol. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que c'est simple, vous prenez un stylo, vous le jetez en l'air, plus il reste longtemps en l'air, plus en fait vous l'avez jeté haut. Ben oui, c'est sûr. Voilà, il y a un côté, il y a une logique quelque part. Voilà. Ça semble plus simple que l'équation. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. Donc l'optojump, c'est pareil. Quand vous sautez, si vous vous déformez pas en l'air, j'en ai vu qui tombaient tout à l'heure, donc ça compte pas. Ouais. Mais quand on se déforme pas en l'air, en fait, la hauteur du centre de gravité dépend du temps de vol. Voilà. Donc plus vous allez décoller vite, plus vous allez aller haut. Et donc vous avez cette formule. Donc l'optojump, lui, il va mesurer votre temps de vol. D'accord, le temps que puisque c'est un contacteur, il mesure le temps de vol et il applique cette formule-là et il vous redonne la hauteur de saut. Donc vous pouvez le faire avec votre caméra. Juste, j'ai envie de vous donner un petit peu le micro une seconde, parce que là, on voit, ça marche très bien tous les jours, vous êtes plein, il y a beaucoup de... Et vous avez eu des sauts assez performants, vous avez eu des jeunes qui vous ont étonné par leur détente et leur capacité. Carrément, en fait, au dernier salon, on était au Made in Tech. On a eu le record à 57,9, ce qui était déjà pas mal. Et là, on a eu des 60, puis 63. Hier, c'est monté à 64,8. Donc ça commence à être vraiment très solide. C'est pas le commun des mortels. Oui, c'est des sportifs en air. Enfin, c'est des sportifs, quoi. Là, on peut le dire, c'est une performance de sportifs. C'est une performance physique, c'est sûr. Après, j'ai pas l'impression qu'ils étaient très sportifs pour ceux qui ont témoigné. Donc c'est aussi des qualités physiques qui sont innées, quoi. Et à un moment, on voit qu'on n'est pas tous fait pareil, malheureusement. Carrément. On pense à Usain Bolt aussi, oui, qui avait une prédisposition dans les jambes, dans sa structure comme ça. Ce que vous devriez faire, c'est si vous faites beaucoup de salons, c'est enregistrer ses performances toujours dans le même protocole, c'est-à-dire faire attention à la flexion des jambes et la position. Si on utilise les bras ou si on n'utilise pas les bras, on n'a pas la même hauteur de saut. Et après, quand on repère des athlètes qui vont aussi haut, c'est intéressant de les diriger vers des clubs pour qu'ils aillent pratiquer, parce qu'en fait souvent ils pratiquent pas. Et quand on commence à avoir 67 de détente verticale, alors ça dépend de la modalité, en fait c'est très relié à l'explosivité. Donc en fait forcément c'est potentiellement des sprinteurs. En France on manque cruellement de sprinteurs et donc si on pouvait en repérer quelques-uns ce serait bien. Bon.
L'œil du chercheur qui n'oublie pas. Ah oui, alors le protocole, mais très bien. Mais c'est bien, oui, tout à fait. C'est une bonne idée, ça, de faire le relais. Donc la détente verticale, voilà. Donc c'est vrai que c'est un test très facile à faire et moi on en a fait forcément beaucoup et c'est un test qui est, moi je trouve, qui est très discriminant sur les qualités d'explosivité et les qualités en général. Et effectivement, on n'a pas forcément des jeunes. Moi j'ai eu quand on a fait des portes ouvertes à l'INSEP, c'est très rigolo parce qu'on avait des petits gamins qui arrivaient, qui étaient ouais, moi je fais du sport, etc., qui avait une détente verticale pas très élevée, puis une petite gamine qui avait jamais fait de sport et elle leur mettait 15 cm et alors là ils comprenaient pas, c'est assez compliqué. Donc ensuite, j'avance sur beaucoup de diapos, mais donc un autre exemple sur le lancer de marteau. Donc on a l'année dernière un étudiant, donc Giuseppe Cecchini de l'ENSAM, qui est venu faire la reconstruction cinématique du lancer de marteau, c'est-à-dire repérer à partir de 2 ou 3 caméras, reconstruire la cinématique 3D du lancer de marteau. Donc c'est sur la demande en fait d'athlètes de haut niveau, hein, donc voilà, pour essayer de faire un suivi de cette trajectoire du marteau. Donc à partir des données de compétition, ici hein, c'était compétition de Quentin Bigot. Donc on a récupéré ces données-là et après à partir de là, donc une fois qu'elles sont traquées avec les 2 caméras, on peut donc reconstruire ici cette trajectoire, vous voyez, où vous avez en fait le boulet hein, ou le marteau avec ces différents essais, hein, c'est pour ça qu'il y a plusieurs, et on peut tourner autour. Voilà, donc excellent. Ça c'est des représentations donc, qui sont sympas à l'œil nu, et ensuite ce qui est intéressant c'est qu'on vient pouvoir identifier, évaluer la vitesse. Donc la vitesse du boulet. Donc on voit bien qu'à chaque tour, il y a une augmentation, puis augmentation, baisse avec les temps où il est en appui. Les temps où il est en appui, c'est en bleu. Donc quand il est en appui, il prend de la vitesse. Quand il est sur un seul appui, il perd de la vitesse. 2 appuis, il y prend, etc. etc. Et puis ensuite, la phase finale avec la vitesse d'éjection. On voit l'importance du geste. Là, on imagine que pour l'athlète, c'est précieux d'avoir tout d'un coup cette visualisation, plus que la vidéo où il va voir son geste, il sait. Mais là, on a quelque chose d'épuré et on a vraiment juste... Ouais. Alors les coachs, ce qui va leur parler, ce qui ne me parle pas à moi, hein, c'est ça. Donc je ne sais même pas si je pourrais vous l'expliquer, mais Giuseppe oui, mais en fait on a donc ça c'est la position du marteau en fonction s'ils sont en simple ou en double appui. Et ça pour le coach c'est intéressant de savoir où est-ce qu'il se situe quand il est quand le marteau est en haut ou quand il est en bas. Et après ça c'est la vitesse. Donc notre travail ça va être déjà de faire ça et ensuite d'essayer de vérifier que les vitesses qu'on donne sont justes. Parce que vous voyez il y a des pics. Donc si on prend la vitesse pic ici ou la vitesse pic ici, c'est pas la même distance, forcément. Donc il va falloir que nous, on travaille derrière pour pouvoir être sûr que notre donnée, elle est juste à un certain pourcentage. Pourcentage qui parfois n'explique pas la performance. Parce que si on est précis à 3%, sur le podium des Jeux Olympiques, 3%, on sera en finale. ou on ne sera pas en finale. Exactement, voilà. C'est des laps de... Donc ça, c'est la différence qui sont... C'est la limite de l'outil scientifique. Voilà. Mais il faut la connaître pour ne pas vendre du rêve non plus. Donc on a continué avec Giuseppe, on a eu un financement CIFRE de la part de la Fédération française d'athlétisme pour le suivi de ces athlètes de haut niveau en vue des Jeux, pour reconstruire en fait la cinématique complète du corps associée au boulet, donc au marteau. Donc ça donne ça. Donc on a en fait une combinaison Xsense avec des centrales inertielles, on reverra tout à l'heure, qui nous permet de reconstruire le modèle là, du corps humain que vous voyez ici. Et avec les 2 caméras ou les 3 caméras, il a associé en fait le marteau. Voilà. Et donc l'idée est de faire ce suivi, cet accompagnement, mettre en place cet accompagnement chez les athlètes, chez les lanceurs de haut niveau en France, et puis chez les jeunes, et ensuite de voir un petit peu l'évolution. Donc on a construit le projet scientifique un peu là-dessus. Voilà. Ça c'était pour le marteau. Un autre exemple qui est plus ancien, celui-là en basket, je vais passer un peu plus vite. Donc on avait utilisé ce système de mesure de centrale inertielle pour mesurer en fait les effets de la fatigue sur la cinématique du shoot à 3 points. Donc chez des basketteurs de Nanterre. Donc on avait un protocole ici de fatigue sur des allers-retours de 20 mètres, et puis ensuite on venait mesurer, je ne sais plus si j'ai des vidéos là, non c'est pas sur celui-là. L'incidence de la fatigue sur l'incidence de la fatigue sur le shoot. Donc vous voyez le système, donc en live vous avez le basketteur ici qui fait ses dribbles et qui vient shooter, vous l'avez en direct sur l'ordinateur. Voilà. Donc et ensuite bien sûr
Tout ça, on va récupérer les données en 3D, des centrales de flexion, extension, position de gravité, centre de gravité, etc. pour faire nos analyses au-delà de la représentation. Donc une fois qu'on a eu ces données-là, il faut qu'on fasse la représentation, qu'on donne les retours au coach. Donc on essaie d'avoir des représentations simples. On choisit des instants clés. Donc le point bas, le moment du décollage, le moment du lâcher de la balle, en fait estimé, puisqu'on ne l'a pas avec la Xsense, mais en tout cas on l'estime. Et on vient donner des angles choisis. Donc sur les milliers de données qu'on va avoir en 3D, on vient en récupérer que maximum une dizaine. Sinon ça devient illisible. Voilà. Et on essaie de trouver des façons de représenter les choses pour que ce soit le plus lisible possible. Donc ensuite on a fait un papier dans la littérature avec ça sur l'effet des sprints répétés sur et donc on a des valeurs, des P, des statistiques, etc. Donc on essaie ça c'est pour les amis chercheurs ça quand même. C'est ça exactement. Voilà. Après on a des choses aussi, mon collègue Daniel Dinu il a travaillé sur la boxe aussi. Donc on vient sur le pole box mettre les centrales et regarder les effets donc les différences entre le crochet, l'uppercut et le direct. D'accord. Et il regarde en fait là-dessus, il vient regarder en fait la contribution segmentaire des énergies, les énergies segmentaires sur ces différents coups, et on vient comparer en fait ces coups pour essayer d'expliquer un petit peu comment ça se passe. Et puis nous aussi de pouvoir aller faire quelques papiers dans la littérature. Voilà. Ensuite, le tennis. Alors là alors je l'ai mis, mais parce qu'on a fait du tennis c'est ancien ça, c'est pareil. Mais on a du tennis sur du service qui a donné lieu à un petit papier sur une étude de cas en utilisant donc cette combinaison, cette centrale inertielle. Voilà, on vient par exemple pour donner les rapports, on vient choisir des instants clés et ensuite donner les angles. Donc ça c'est du descriptif, ce qui permet, ça on l'a fait il y a très longtemps avec d'autres systèmes, mais en gros ça l'utilité c'est que par exemple quand un tennisman est au top de sa forme, vous venez prendre la cinématique sur le service et quand ça se dérègle, il repasse dans la machine et là on voit tout de suite quand il était bien où est-ce que ça pêche, et ce qui permet ensuite au coach de pouvoir travailler dessus. Voilà. Ou chez les jeunes, de se dire, si on a en tout cas, alors c'est peut-être pas le bon système, mais on va quand même avoir des invariants mécaniques où on va dire, un bon service, il faut faire ça, telle vitesse angulaire, etc., ou atteindre telle hauteur de balle. Ça nous permet ensuite ça permet ensuite au coach d'avoir des éléments pédagogiques pour progresser. On a travaillé à l'escrime aussi, donc ça c'est du sabre. Donc on vient regarder en fait, là on est sur le papier, c'est un peu ancien, mais on vient regarder les vitesses du sabre, si c'est extension, flexion, rotation, dans quel axe le mouvement est produit et quelle vitesse angulaire il faut avoir, et voir si en prépa physique on doit s'y reporter. Donc en fait on objective, il n'y a pas de miracle en fait, on vient juste donner des chiffres et ensuite avec ces chiffres on essaie soit de les donner pour la préparation physique, et faire un schéma de ce qui marche le mieux, le geste optimum il est là et comment on peut le recréer. C'est ça. Par exemple, quelle est la vitesse maximale du centre de masse sur la fente, les énergies cinétiques. L'idéal c'est d'avoir un suivi, mais ce qui n'est pas toujours possible parce que quand on commence un travail avec un entraîneur, le monde sportif, ça tourne très vite, donc les entraîneurs changent. Et donc après, ils nous ont oubliés. Et 3-4 ans après, on nous dit tiens, si on faisait de la cinématique, oui, on a fait ça il y a longtemps, donc on recommence. Je passe parce que là, c'était les résultats de l'étude. Mais voilà, badminton aussi. Donc où mon collègue a fait ça sur le badminton. Donc il mesure en fait la vitesse de la raquette. Alors c'est pas une raquette, c'est un sabre, mais ça c'était pas un sabre, c'était bien une raquette. Où il a comparé en fait deux types de coups. En fait, le smash et le stick. Donc le smash on accompagne, le stick on bloque. Il a mesuré un petit peu, il a mesuré la vitesse, il a extrapolé la vitesse de la raquette avec les erreurs possibles. Donc il montre que finalement entre les deux coups la vitesse de la raquette est similaire, mais par contre quand on vient regarder les vitesses angulaires de l'épaule, on a dans le stick une vitesse angulaire qui est moins grande. Donc ce qu'il en a conclu, c'est que c'était moins pathogène, moins accidentogène si on utilisait le stick parce qu'on avait moins des vitesses angulaires qui étaient moins grandes. Donc
possiblement des contraintes moins grandes sur l'épaule. Donc une sorte d'économie. En athlée, en sprint, donc voilà, on a utilisé aussi ces centrales inertielles pour faire du sprint. Donc ça marche aussi en sprint. Et bon, je vous laisse passer. Alors, c'est pas une athlète de haut niveau, mais on l'a remis ensuite. Vous allez voir, on a refait des manips. Donc sur le sprint, donc on vient regarder en fait sur ce sprint-là la position, la vitesse des segments, les angles, les vitesses angulaires, l'énergie cinétique des différents segments. Donc ça nous permet ensuite de retrouver la vitesse du centre de gravité, donc lors d'une accélération, lors d'un sprint. Donc on a 0, ensuite ça augmente. On va pouvoir calculer la vitesse maximale. C'est pas les vitesses maximales les plus rapides. On va donc comparer avec. On va utiliser en fait ces modèles aussi donc de ce qu'on appelle de profil force-vitesse. Donc où on vient modéliser l'évolution de la vitesse et à partir de cette évolution, on vient calculer en fait l'accélération et la force produite globale produite par le sprinter. Ce qui nous permet de tracer ce qu'on appelle nous des profils force-vitesse et ensuite de donner des conseils en termes de... Est-ce que j'ai la diapo après? Voilà, donc d'avoir 3 phases dans le sprint, des phases en fait plutôt dites de force, de puissance ou de vitesse maximale. Voilà, donc on vient identifier ces phases-là à partir de ces profils. Qui correspondent dans la course, la force, c'est le décollage. La force, ouais, merci pour la question. La force correspond en fait au départ. Oui, c'est ça. Voilà. Je mets le maximum pour le décollage, finalement, comme la fusée. Exactement, pour le départ. C'est-à-dire que le profil force-vitesse, quand on produit beaucoup de force, la vitesse est faible. Et plus on produit de la vitesse, moins on peut produire de la force. Donc, au départ, c'est là où la vitesse est la plus faible. Ouais. C'est donc là où on produit la plus grande force. Et puis, plus la vitesse augmente, plus la force antéro-postérieure va diminuer. On peut de moins en moins produire de force antéro-postérieure. Et puis, jusqu'à vitesse maximale, où en fait, la résultante de la force antéro-postérieure, elle est nulle. C'est-à-dire qu'à vitesse maximale, on freine autant qu'on pousse. Donc, la somme, en fait, est nulle. Ça ne veut pas dire qu'on ne produit pas de force. On produit des forces pour freiner. C'est qu'on ne peut plus accélérer, quelque part. On ne peut plus accélérer, exactement. Donc on a ce profil, ce qui permet de découper la courbe, la course en 3 et d'identifier pour chacun des sprinteurs à quel moment ça va se passer. Ensuite, on a des implications sur l'entraînement, forcément. À partir de ces centrales inertielles et de cet outil, on a monté un sujet de thèse. On peut y aller. Voilà, on y va, on continue. Sujet de thèse CIFRE, donc avec Benjamin Millot, là, qui avec la Fédération française d'athlétisme, donc qui a eu lieu il y a 3 ans, sur comprendre la course en virage. Donc là, il a terminé, il a embauché la Fédé, et donc il a fait une analyse mécanique et musculaire du sprint en virage. Donc c'est une étude assez complète sur la cinématique du virage. Donc qu'est-ce que j'ai comme diapo après? Voilà. Donc sur ce sprint en virage, il a comparé le sprint en ligne droite et le sprint en courbe sur les différentes phases que je vous ai données un petit peu tout à l'heure. Et donc à partir de la performance, ça va dépendre en fait, on va la mesurer au travers de la vitesse du centre de masse, puisque c'est la vitesse en gros du coureur. Donc, mais cette vitesse, elle va dépendre des forces qu'on va produire au sol. Donc il a étudié en fait à l'INSEP, on a la chance d'avoir un peu plus de 6 mètres de plateforme inclus dans la piste. Donc on vient mesurer, en fait, on s'en sert, vous avez la piste en tartan, et puis dedans, il y a un bloc de 6 mètres 60, il y a des plateformes de force, donc qui viennent mesurer les forces au sol. Voilà. Et donc il a mesuré ces forces au sol, donc il a mesuré les relations force-vitesse. Ces forces, elles vont être forcément aussi dépendantes de la cinématique du coureur. Donc on a utilisé la combinaison inertielle pour mesurer la cinématique et de l'électromyographie. Donc cette cinématique, elle provient de l'activation musculaire. Donc une étude un peu complète entre ligne droite et virage sur tout ce qui se passe au niveau cinétique, cinématique et musculaire. Voilà, pour comprendre. Et donc là-dessus, il a fait sa thèse et on a 2 papiers qui sont passés en littérature. Donc c'est un peu plus une approche. Il a été embauché par la fédération. Il est embauché par la fédération. Voilà. Mais c'est bien ça. Oui, on est content. Voilà.
Voilà, mais effectivement, tout ça, on peut le faire parce que c'est du matériel. Hein. Là, une plateforme de force, si on a 6, ça vaut 35 000 € une plateforme. Oui. Donc, 6, c'est bien. Voilà. Et c'est du vieux matériel qu'il faut entretenir, etc., etc. Donc la combinaison cinématique, l'électromographie, tout ça, on ne peut le faire que parce qu'on a des financements et qu'on a l'INSEP aussi qui finance du matériel. Je continue dans mes exemples. Oui, on peut les balayer rapidement, comme ça on peut voir, donc, parce que là on a vu déjà beaucoup d'applications. Ça c'est une application aussi pareil sur la XN, sur un lanceur de poids en paralympique, avec qui on a essayé de travailler sur la mise en place d'une orthèse adaptée à sa pathologie, qui est déficit de la jambe gauche. Et donc l'optimisation de son orthèse. Donc on a fait pareil de la cinématique avec la combinaison Xsense. Hein. Bon, vous avez compris, c'est un peu mon dada. Hein. Oui. Donc voilà, on a fait des analyses. Voilà. Et ensuite on vient quantifier les différences avec une jaunillère ou avec l'orthèse. Et on vient quantifier les différences de vitesse, d'angle, pour voir qu'est-ce qui semble le plus propice. Ensuite, on a collaboré avec une entreprise d'orthèse, hein, qui est la Garrigue, et il a créé donc cette orthèse pour ce lanceur de poids paralympique. Et ensuite, voilà. Donc, après, à partir de là, il y a forcément un apprentissage. Quand on crée un nouveau matériel, il va falloir que c'est pas une efficacité immédiate, mais il faut qu'il travaille avec, pour qu'il puisse ensuite s'habituer et ensuite avoir des meilleurs résultats. Voilà, et puis on a forcément la Xsense. Hop, je passe. Qu'est-ce que j'ai encore comme exemple? Ça, c'est un exemple sur du saut, saut en longueur, effectivement. Donc c'est effectivement toujours pareil avec la Fédération française d'handisport. Donc sur des sauteurs en longueur paralympique. Donc ici, vous avez l'INSEP. Donc on vient de travailler sur le terrain. Notre labo aussi, c'est aussi la piste d'entraînement. Je ne sais pas si c'est une grande piste à l'intérieur. Là, oui, c'est le hall Mégro. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, hein, donc c'est vraiment magnifique. Hein, c'est un hall qui a été construit, c'est sous De Gaulle. Hein. Donc c'est tout en bois. C'est un grand bateau. C'est vraiment un bel endroit. Et là-dessus, il y a un anneau qui malheureusement ne fait que 166 mètres. C'est pas une piste homologuée. Et puis vous avez un grand anneau de 340 mètres sur laquelle en hiver les coureurs s'entraînent et tous les pôles viennent s'entraîner. Donc là on a c'est Dimitri Pavadé là, qui est vice-champion olympique, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui vient faire des sauts. Donc on a plusieurs systèmes. On a en fait ce qu'on appelle ici l'opto-jump. Donc vous avez ici 2 barres. Mais en fait on en a 40 mètres. Donc ça permet en fait de mesurer lors d'une course d'élan, d'un sprint, de mesurer les temps d'appui, les temps de vol sur 40 mètres. D'accord. Donc sur une course d'élan en longueur, là c'est une vidéo, donc voilà, je pense que ça devrait marcher. Donc là il y a Dimitri avec sa prothèse, hein, d'accord, qui passe dans l'opto. Donc là on vient mesurer les temps d'appui et les temps de vol. Et là ici vous avez une plateforme de force. Attendez, c'est pas celle-là, ça doit être celle d'après. Voilà, ici. Donc on a ce qu'on appelle la plateforme de force qui vient mesurer les forces. D'accord. Donc l'impulsion et la quantité de force appliquée, ce qui nous permet de mesurer les vitesses de décollage, l'angle d'envol, donc des paramètres très importants pour la performance. Et voilà, donc on s'aperçoit que Dimitri, il a un profil particulier du fait de sa prothèse. En fait, il va vraiment beaucoup plus vers l'avant par rapport à un sauteur valide. Voilà. Donc ensuite, on a aussi des exemples de thèses CIFRE financées par le comité sportif paralympique français, le CPSF, qui sont plutôt sur les sciences humaines. Donc en sociaux, sur l'optimisation des conditions de vie dans la performance paralympique. Donc une thèse qui a un peu regardé tout l'environnement du sportif paralympique pour savoir quelles étaient les meilleures conditions de réalisation de la perf. Voilà. Un exemple moi qui m'a toujours marqué, c'est par exemple chez les déficients visuels. On avait fait tout un suivi physio, test de mesure de VO2 chez Timothy Adolphe, pour ne pas le citer. Voilà, donc on avait remarqué qu'il fallait qu'il travaille son endurance, son aérobie, et puis
On avait mis en place tout un système, du vélo, un étudiant qui était intervenu, donc on avait bien bossé dessus. Et puis un jour, je croise son coach, je lui dis alors, l'aérobie, ça marche, etc. Il me dit bah non, de toute façon, il s'est fâché avec son guide, donc il ne peut plus s'entraîner. Donc j'ai dit ah ouais, en fait, le problème, c'est pas l'aérobie, c'est pas en fait combien tu as de VO2 max. Alors c'est un problème évidemment, mais en fait, le premier problème, c'est comment tu viens à l'entraînement, qui t'accompagne, comment tu cours. Et si tu n'as pas ça, si tu n'as pas des conditions optimales là-dedans, en fait, en para, ils ne peuvent pas s'entraîner. Bien sûr. Voilà. On sait que le stress chez le sportif, c'est vraiment ce qu'il faut enlever. Il y a le stress, mais chez les paras, par exemple, si vous n'avez pas un accès à la piste, pour un fauteuil roulant, vous ne pouvez pas vous entraîner. Si vous n'avez pas de voiture qui vous emmène à la piste, vous ne pouvez pas y aller. Donc en fait, on peut pas. Voilà, c'est vraiment un frein à la pratique. Ça, j'ai déjà dit. Je m'en lasse pas parce que c'était mon étudiant de thèse, donc voilà. D'autres exemples, donc ça c'est des exemples, ça c'est des projets donc financés par les fameux PPR. Donc ça c'est tout ce qu'on peut faire au laboratoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. On va faire de la quantification de la charge, etc. Et je finis, si j'ai encore un peu de temps, je ne sais plus. Mais sur voilà, les projets qui ont été financés par l'ANR, d'accord, depuis avant les Jeux, là, 3 ans avant les Jeux, on a eu un fonds de l'ANR qui a donné de l'argent spécifiquement pour le sport. Donc les labos ont postulé et donc on a eu le labo a participé à différents projets. Donc il y a ce projet qui s'appelle je ne sais plus comment, D-Day, c'est le D-Day, projet D-Day sur la natation. On a le projet donc Paraperf aussi, donc qui porte sur les Paralympiques. Et puis en fait enfin le projet Fulgur sur lequel on participe un peu plus, qui vise à quantifier en fait les risques de blessures sur les ischios, donc pour les sprinteurs. Donc la Fédération française de rugby, le bobsleigh et puis l'athlétisme sont partenaires. Voilà. Donc on vient 3 lots de travail, un lot de travail qui vient quantifier la charge via du GPS, un lot de travail qui vient mesurer les relations force-vitesse au niveau du muscle, au niveau du tendon avec de l'IRM, et ensuite un lot de travail qui vient mesurer, qui vient monitorer l'entraînement au travers de questionnaires. Bien, et ça c'était les entraînements pour les JO. C'est ça. Voilà. Donc ces projets se terminent janvier 2025. Donc on accompagne jusqu'au. Parce qu'il faudra aussi débriefer après les JO. J'imagine pour tous ceux qui ont travaillé. Et surtout, il faudra qu'on publie après. Parce qu'en fait, voilà, il faut qu'on publie derrière. C'est un bel exemple de. Voilà, donc en fait, un exemple rapidement, enfin si j'ai le temps, sinon je m'arrête là. Mais un exemple de GPS, voilà, le tracé GPS. Voilà, on a une séance d'entraînement au GPS avec donc ça c'est l'échauffement. Tous les pics correspondent à des sprints. Et donc on vient prendre un sprint, on le grossit et on vient regarder donc là vous avez la vitesse en fonction du temps. On vient regarder le temps passé, la distance courue supérieure à 6 km/h, la vitesse maximale et le nombre de sprints supérieur à 90% de la vitesse maximale. Ouais. Et donc on vient quantifier la charge un peu comme ça, les distances de sprint et l'accélération. Ici vous avez en jaune ici l'accélération. Donc on vient regarder le nombre d'accélérations supérieur à 3 mètres par seconde moins 2. Voilà. Bon, ensuite, génial, c'est un beau... d'analyser les courses aussi. Voilà. Excellent. Eh bien, là, on comprend mieux pourquoi vous avez autant de champions qui sont passés par l'INSEP, parce que... Je sais pas. Attends, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a évoqué, sur le travail entre les chercheurs et les sportifs? Alors déjà, on imagine une chose, c'est que vous avez tout sur place. Il y a le matériel bien sûr, et puis les sportifs qui passent, qui sont là, c'est facile d'aller les chercher, de leur demander tiens, accorde-moi une petite matinée, il faudrait qu'on fasse des tests sur non, c'est pas. Alors oui, on a tout sur place. Ça, oui. C'est vraiment un gros avantage. Enfin, l'INSEP, c'est grand. Oui. On est à la fois près et loin des sportifs, c'est-à-dire que quand vous êtes, pour avoir la confiance des staffs sportifs, il faut en fait être sur le terrain, ce qui n'est pas toujours notre cas parce qu'on n'est pas, voilà, on a aussi d'autres missions. Mais non, ça se passe pas comme ça. On vient pas demander aux sportifs, tiens, accorde-moi du temps. En fait, nous, il faut que la première démarche, c'est qu'il faut que le coach, le sportif, en fait, c'est lui qui vient nous. Nous, on peut proposer, solliciter, on vient les informer, et après, c'est lui qui doit venir nous solliciter parce que si on peut leur dire, c'est pas pour leur faire plaisir en fait.
S'ils veulent travailler différemment et que tout ça, c'est pas leur façon de travailler, ben c'est pas grave en fait. On produit, enfin je vais être honnête, on produit aussi de très très grands champions sans tout ça. Ça c'est aussi bien sûr. C'est une façon de travailler et qui est de plus en plus dans les mœurs. C'est une façon un peu plus scientifique entre guillemets. Même la technologie aussi évolue. C'est ce qu'on voit depuis le premier jour de ce salon avec tous les gens qu'on a reçus. La technologie se précise, les accélérants, enfin les centrales inertielles ont beaucoup évolué, elles sont plus fines, il y a toute cette techno qui aide aussi à. Alors la technologie, pour moi, elle aide parce qu'effectivement, ça se miniaturise, on peut faire plus de choses, mais disons que cette technologie, elles existent depuis très longtemps. Nous, moi, je fais ça depuis 25 ans, donc c'est juste ce focus sur la technologie permet, je dirais, c'est une sorte de com en fait. Ça permet de dire, ben voilà, ah oui, ça c'est intéressant, ah oui, il y a des couleurs un peu partout, c'est sympa, est-ce qu'on peut pas faire ça? Oui, mais pourquoi tu veux faire ça? Parce que ça, on peut le faire depuis longtemps, mais qu'est-ce que tu veux mesurer? Pourquoi? Donc la technologie, elle aide, mais la technologie, c'est pas de la recherche et c'est pas de l'accompagnement scientifique. La technologie, c'est un outil. C'est un outil. Voilà. C'est un outil. Par contre, donc il faut connaître les limites de son outil pour pas dire n'importe quoi ou faire croire n'importe quoi. Excellent. Et souvent, on a beaucoup de revendeurs qui viennent vendre du rêve des fois. Voilà. Bon, super. On suivra maintenant avec non seulement intérêt, mais on connaîtra un peu les coulisses de l'INSEP, du centre d'entraînement, quand on entendra parler. On a découvert ce labo. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. On peut applaudir parce que c'est comme ça qu'on encourage les champions aussi. Merci Jean. Et puis on va se retrouver dans un bon quart d'heure, toujours sur cet espace pour une prochaine présentation.